Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 26 août 2026 et notre cher ami, notre frère Laith Marouf est avec nous depuis Beyrouth. Bon retour parmi nous, Laith. Je suis heureux d'être avec vous, Nima. Laith, commençons par le Liban et ce qui se passe dans le sud du pays. Que sait-on des dernières attaques israéliennes dans le sud du Liban? Il y a eu plusieurs attaques contre quelques villages de première ligne. Je parle des villages situés au-delà de la zone d'occupation. Il y a Mansouri, sur la côte, qui continue d'être pilonné. Mais chaque fois que les Israéliens essayent de s'en approcher, ils sont eux aussi frappés par le Hezbollah. Une situation similaire se produit autour de la région de Nabatieh, où les Israéliens continuent d'essayer de progresser vers Ali al-Tahrir. Et ils continuent d'être pris en embuscade et attaqués. Et cela coïncide aussi avec le fait que les Israéliens font exploser au moins 3 villages du sud dans les zones qu'ils occupent. On dirait qu'ils se vengent sur ces villages vides. Il y a aussi eu un incident inhabituel impliquant l'armée de l'air israélienne. C'est une ville également occupée, très proche de la frontière avec la Palestine. Ce n'est même pas près des zones de combat avec le Hezbollah. Alors, pourquoi les Israéliens ont utilisé leur aviation pour attaquer Binj Beil, militairement? Ce n'est pas clair. Donc la seule réponse, là encore, c'est simplement la vengeance. Montrer de la force, vous savez, faire en sorte que davantage d'habitants de Binj Beil se sentent impuissants ou quelque chose comme ça, pendant que leurs villes et leurs maisons sont attaquées. Voilà donc ce qui se passe sur le terrain. En même temps, on voit de plus en plus d'initiatives de la population libanaise qui font pression sur le gouvernement libanais pour qu'il cesse cette forme de capitulation humiliante face aux Israéliens. Des événements ont lieu dans tout le pays. Des événements en hommage aux journalistes qui ont été tués. Il y a aussi un événement organisé au sujet des civils enlevés. Il n'y a pas seulement les combattants du Hezbollah portés disparus dont nous parlons. Il y a aussi des civils dont personne ne peut retrouver la trace. Ils ont été victimes de disparitions forcées. Et puis, il y a aussi des événements qui se déroulent dans le sud du Liban, en défi à l'occupation. On voit des rassemblements à Tyr et à Saïda, dans des villes et des localités presque sur la ligne de front de la confrontation, où les gens montrent qu'ils sont de retour, qu'ils sont vivants et qu'ils refusent d'abandonner leur terre. Voilà donc la situation générale au Liban aujourd'hui. Nous avons le sentiment qu'à tout moment, le Hezbollah va reprendre des activités militaires à grande échelle contre l'occupation, parce que la population soutient désormais davantage la résistance que même pendant la guerre. Elle voit son gouvernement ne rien faire, tandis que ses maisons sont démolies. Ne rien faire. Cela signifie qu'au fond, le gouvernement libanais ne communique pas aux Israéliens ni aux États-Unis ce qui se passe au Liban. Que savons-nous à ce sujet? Oui, hier c'était l'anniversaire du prophète Mahomet, célébré dans tout le monde musulman. Des responsables gouvernementaux sont allés rendre visite aux principaux dirigeants des différentes confessions musulmanes au Liban pour présenter leurs vœux à la population musulmane. Et l'un de ces représentants du gouvernement, alors qu'il était assis chez le Mufti, s'est mis à parler du Hezbollah. Lorsqu'on lui a demandé ce qu'il en était de la fin de l'occupation du Sud-Liban, il a répondu « Le Hezbollah ne désarme pas, il ne fait rien de ce que nous lui demandons. Donc, nous ne pouvons rien demander aux Israéliens. » Cela a bien sûr suscité un immense soupir dans le public présent lors de la visite, et c'est devenu un énorme scandale sur les réseaux sociaux. Comment ce responsable gouvernemental peut-il dire que les Israéliens n'ont rien à faire, puisque le Hezbollah ne désarme pas? Je pense donc que le gouvernement libanais
continue de s'humilier davantage chaque jour et de se délégitimer par ses déclarations et son inaction en faveur de la population. Quelle différence y a-t-il, Leif, s'il y en a une, entre le Premier ministre libanais et le président libanais en ce qui concerne la communauté chiite et les personnes qui soutiennent le Hezbollah? Y a-t-il une différence ou pense-t-il essentiellement de la même manière? Vous savez, à un moment donné, on a beaucoup espéré qu'il y ait une certaine différence entre le président et le premier ministre. D'autant plus que le président Joseph Aoun venait de l'armée. L'armée a été en quelque sorte la seule institution libanaise soutenue par toute la population. Mais aujourd'hui, on voit clairement que le président Joseph Aoun a rompu ses liens, même avec l'armée. On voit le commandant en chef, le général Haikal, adopter des positions très nationalistes ou patriotiques et refuser d'utiliser l'armée pour affronter ou tuer sa propre population. Cela crée un conflit entre lui et le président Joseph Aoun, qui était auparavant commandant en chef, comme le général Haikal l'est aujourd'hui. On se demande donc s'il reste encore, au sein de l'armée, des officiers qui respectent le président Joseph Aoun. J'en doute. Vous savez, la plupart d'entre eux aiment leur pays et ne collaboreront pas avec les impérialistes et les sionistes. Donc, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de différences actuellement. Le gouvernement libanais, en ce moment, agit un peu dans le temps additionnel. Je pense que s'il y a un retour à une confrontation totale, il pourrait y avoir certaines actions à l'intérieur du pays. Jusqu'à présent, les partis qui soutiennent la résistance ont refusé de porter la bataille contre le gouvernement dans la rue. Ils restent très calmes, organisent de petites manifestations et demandent à leurs propres partisans de ne pas sortir en grand nombre, afin qu'il n'y ait pas de confrontation avec les forces de sécurité ou le gouvernement. Mais à un moment donné, je pense que toute cette prudence partira en fumée. Oui, mais quelle est la probabilité que face à une forme de désaccord interne, et vous avez évoqué le fait de faire descendre les gens dans la rue, cela joue en faveur des Israéliens dans le sud du Liban? Parce que si l'attention se porte sur la société elle-même, sur les différences internes au sein de la société, cela signifie qu'Israël peut faire tout ce qu'il veut. Quelle est la position du Hezbollah là-dessus? Parce qu'après tout, s'ils veulent revenir, vous avez dit qu'ils pourraient revenir demain ou après-demain et attaquer les Israéliens. Ils doivent d'abord parvenir à une forme d'entente avec le gouvernement. La manière dont ils traitent le problème israélien dans le sud du Liban ne fonctionne pas pour le Liban. Pourtant, vous ne voyez pas cela se produire entre le Hezbollah et le gouvernement. Quel est le principal obstacle? Est-ce le système politique? Les différentes communautés confessionnelles au sein de la société empêchent-elles cela? Sont-elles, d'une certaine manière, manipulées de l'extérieur? Que sait-on à ce sujet? Je pense que la direction politique du Hezbollah comprend bien que le gouvernement libanais n'a aucune importance. Il n'est là que pour la façade. Le gouvernement libanais lui-même ne contrôle pas le territoire du Liban, ne peut pas protéger les frontières du Liban, ne peut même pas gérer l'électricité, l'eau, le téléphone ou quoi que ce soit dans le pays. Ils ne sont même pas capables de régler le problème du stationnement en double file dans les rues ici. Donc, en réalité, il n'existe pas de gouvernement libanais. C'est pourquoi je pense que dans l'ensemble, le Hezbollah ne se soucie pas de prendre le contrôle du gouvernement en ce moment, ni de renverser le gouvernement lui-même. Ils peuvent aboyer autant qu'ils veulent, avec leurs discours pro-impérialistes et pro-sionistes. Ils ne peuvent pas agir contre le Hezbollah. Les priorités du Hezbollah aujourd'hui sont donc de protéger les frontières du Liban, et cela inclut, bien sûr, la menace dont on entend constamment parler, une invasion du pays par HTS.
Cela ne veut pas dire que ça va arriver. Mais vous voyez, il y a des priorités en termes d'ennemis de la résistance et de l'investissement qu'il faut consacrer à les combattre à l'heure actuelle. La priorité absolue, c'est donc de s'assurer que l'armée israélienne, dans le sud du Liban, n'avance pas davantage, et peut-être de la repousser, le moment venu. Il faut aussi s'assurer qu'aucune autre invasion étrangère ne puisse avoir lieu avec HTS. Les affaires intérieures du pays pourront être réglées dès que les Israéliens auront quitté le pays. Et c'est, je pense, la logique de la direction du Hezbollah. Ils ne voient pas le gouvernement libanais comme quelque chose qui puisse influer sur les réalités à l'intérieur du pays, encore moins à l'extérieur. Donc actuellement, le gouvernement libanais sert surtout de vitrine. Ce n'est même pas un gouvernement. Oui. Et puis, dans le cas que vous avez mentionné, HTS et la Syrie, la Turquie et Israël s'affrontent d'une certaine manière en Syrie. Les Israéliens ont attaqué la base aérienne d'Al-Duhur en Syrie, si je ne me trompe pas. Et il est question du fait que la Turquie y déploie des systèmes de défense aérienne. C'est quelque chose de nouveau. Vous vivez au Liban, vous le savez. La politique israélienne consiste à ne laisser aucun de ces gouvernements de la région devenir suffisamment puissant pour pouvoir se défendre. Tout l'enjeu est de les laisser aussi démunis que possible. Et c'était le cas de la Syrie. Comment voyez-vous la montée des tensions en Syrie et les inquiétudes que cela suscite au Liban? Après cette attaque contre la base aérienne d'Al-Duhur à Idlib, j'y ai réfléchi. Et tout ce que je peux en conclure, c'est qu'il s'agit simplement d'une attaque théâtrale. Il ne s'agit pas vraiment d'une rivalité entre la Turquie et Israël. Parce que, rappelons-le, cela est arrivé au même moment où les Saoudiens, les Pakistanais et les Turcs créaient l'alliance de la Mecque. Donc je pense que vous savez, étant donné qu'au cours de l'année et demie écoulée, tout le monde a vu la Turquie piller la Syrie, vu les escadrons de la mort wahhabite que la Turquie a fait entrer en Syrie, collaborer avec les Israéliens et les laisser occuper le sud, et vu le gouvernement d'Al-Jolani rencontrer constamment les Israéliens, tout en oubliant le plateau du Golan et tout le reste. Je pense donc que dans ce contexte, la plupart des populations musulmanes à travers le monde, les populations sunnites qui ont été en quelque sorte conditionnées par la propagande turque, des frères musulmans turcs, des Émirats arabes unis et de l'Arabie saoudite, à haïr les chiites. Ou rappelez-vous cette propagande selon laquelle la libération de Damas d'Assad mènerait à la libération de Jérusalem et de la Palestine, dont parlaient à la fois Al-Jolani et Erdogan. Cela fait maintenant 1 an et demi, et tout le monde a vu de ses propres yeux ce que les régimes d'Erdogan et ou d'Al-Jolani signifient réellement pour la libération de la Palestine. Ils font obstacle à la libération de la Palestine. Donc cette attaque théâtrale d'Israël contre cet aéroport dans le nord de la Syrie vise à donner une certaine crédibilité au régime turc d'Erdogan, à donner une certaine crédibilité à Al-Jolani, et ainsi de suite, comme s'ils étaient encore en guerre contre Israël. Lorsque les importations israéliennes en provenance des ports turcs s'arrêteront, l'économie israélienne s'effondrera en quelques heures. En réalité, la survie d'Israël dépend donc de la collaboration économique turque avec Israël. Personnellement, je pense qu'il n'y a ni confrontation ni concurrence entre Israël et la Turquie en Syrie. Mais quel serait le résultat de tout ça pour le Liban? Nous savons que l'Iran a dit que s'il tentait de faire quoi que ce soit contre le Liban, il frapperait la cible, et il n'aurait aucune difficulté à le faire. Ils ont montré qu'ils pouvaient frapper Israël, et je suppose qu'ils ne se vantent pas, vous savez, de quelque chose de faux. S'ils le disent, à mon avis, ils pensent vraiment ce qu'ils disent. Mais cela signifie que quiconque soutiendrait l'attaque du HTS contre le Liban
se retrouve à Gast confronté à une attaque iranienne contre la Syrie. Mais pensez-vous que, avec le temps, toute la situation en Syrie va s'améliorer ou empirer du point de vue des préoccupations du Hezbollah? Car le Hezbollah a déjà ses propres difficultés dans le sud du Liban. Et puis, avec le dossier syrien et la confrontation, ou ce qui est en train de se passer, je ne sais pas dans quelle mesure les commandants de HTS ou le gouvernement syrien fournissent des renseignements à Israël. Nous savons qu'il y a des communications. Il y a eu récemment une rencontre entre le chef du Mossad et le gouvernement d'Al-Jolani. Quel en est le résultat et comment cela est-il perçu au Liban? Vous savez, ces menaces de l'Iran contre Al-Jolani, s'il attaque le Liban, je pense que HTS les a prises très au sérieux, Al-Jolani aussi. Et le message renvoyé à l'Iran, c'est qu'il n'y aura pas d'invasion syrienne du Liban. Et je pense que c'est juste. Écoutez, la situation à l'intérieur de la Syrie est la pire qu'elle ait connue depuis la Première Guerre mondiale. D'accord? Aucun hôpital ne fonctionne. Il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas de gaz de cuisine. Il n'y a pas de diesel ni de carburant pour les voitures. Une si grande partie de la population est au bord de la famine. Et c'est l'une des terres les plus fertiles au monde, où la dernière famine remonte, vous savez, à des centaines d'années, sous le siège des Mongols. D'accord? Donc pour que la Syrie en soit arrivée là, cela veut dire que vous n'êtes capable de rien faire fonctionner dans le pays, puisque HTS n'est capable de rien fournir. Donc, encore une fois, tous ceux qui ont peut-être été manipulés ou qui se sont laissés prendre à l'arnaque de HTS sont tous en train d'ouvrir les yeux, maintenant. Et la situation sécuritaire à l'intérieur de la Syrie est très, très mauvaise. Chaque jour, des dizaines de personnes sont enlevées dans tout le pays. Et on ne parle plus seulement des minorités, comme les chiites, les alaouites, les druzes ou les chrétiens. Non, désormais, cela peut arriver à n'importe qui. Et il ne s'agit pas seulement de filles et de femmes. Des garçons, des hommes, des personnes âgées disparaissent chaque jour. Je pense que le nombre de disparus approche maintenant les 100 000 depuis le 25 janvier. Ce sont donc des chiffres dramatiques, et le flux continu de réfugiés quittant la Syrie ne s'est pas arrêté. Les gens partent vers l'Irak, le Liban, la Turquie, et le pays est en train de s'effondrer. Les hommes de main d'Al-Jolani se livrent au banditisme. Ils entrent dans des magasins qui leur plaisent et sous la menace d'une arme, ils obligent les propriétaires à leur céder leur commerce, leurs terres, leurs fermes, et ainsi de suite. C'est donc une situation de banditisme généralisé. Cela signifie qu'Al-Jolani lui-même n'est même pas capable de contrôler ses hommes de main. La situation est totalement hors de contrôle. Donc, à ce stade, je ne vois pas le régime d'Al-Jolani capable de faire quoi que ce soit contre le Liban. S'ils essayaient de faire quelque chose comme ça, même sans représailles de l'Iran, le pays s'effondrerait. Des régions entières feraient sécession et déclareraient leur indépendance, ou quelque chose de ce genre. Quelle est la solution à ce qui se passe? Je sais que votre connaissance de la Syrie est très approfondie et que vous connaissez la région, le pays. Votre famille est originaire de Syrie, Leith. Alors, quelle est la solution? Partons du principe que HTS est là, que la Turquie est là. Voyez-vous un signe positif à court terme? Je veux dire une stabilisation, même légère, de la situation actuelle. Peut-être une amélioration de l'électricité, de la sécurité dans le pays. Une vie plus facile pour les citoyens syriens sous HTS et sous son contrôle. Et nous connaissons les liens entre HTS et la Turquie. Est-ce possible dans la configuration actuelle?
Vous savez, s'il y avait en Turquie des dirigeants qui voulaient améliorer la situation en Syrie, ils auraient pu le faire dès le premier jour après la prise de Damas. Je veux dire, une grande partie du pétrole et du gaz syrien pillés continue de transiter par la Turquie. Ils auraient pu, par exemple, les acheminer vers la Syrie et améliorer les conditions de vie des gens, avec du gaz de cuisine et tout le reste. Ils auraient aussi pu simplement fournir de l'électricité au pays, n'est-ce pas? Faire en sorte que les gens aient de la lumière, et ainsi de suite. Mais ça ne les intéresse pas. J'ai le sentiment qu'ils sont davantage intéressés par le fait de vider la Syrie de sa population. On voit bien comment le régime turc d'Erdogan veut vraiment faire d'Alep, par exemple, une province turque. Ils font flotter le drapeau turc au-dessus de la citadelle d'Alep. Ils ne font donc pas flotter le drapeau syrien, ni le drapeau du régime collaborationniste. À Alep, ils font flotter des drapeaux turcs. Ils essayent donc de modifier la démographie. Ils déplacent des populations depuis l'intérieur de la Turquie vers, par exemple, Alep. Cela montre qu'ils n'ont aucun intérêt à améliorer la situation du peuple syrien. S'ils avaient ne serait-ce qu'amélioré la situation de 10% par rapport à ce qu'elle était sous Assad, ils auraient pu rallier la population à leur cause. La population avait faim et était prête à accepter n'importe quel sauveur pour la sortir de cette situation. Mais là encore, on voit que la position idéologique d'Erdogan, qui veut returquifier les pays arabes que l'Empire ottoman a perdus, le pousse à faire des choses qui vont en réalité à l'encontre de la capacité de la Turquie à contrôler la Syrie. Je doute que quelque chose de bon vienne de la Turquie. Rappelez-vous, la Syrie a été le premier pays à échapper à la domination ottomane. La Syrie est le centre de la culture arabe depuis des milliers d'années. La Turquie y voit donc quelque chose qu'il faut punir et elle veut s'assurer que cela ne renaisse pas. Parce que si Damas renaît comme centre de la civilisation arabe, elle rivalisera avec la Turquie. Alors ils font tout leur possible pour empêcher la Syrie de se rétablir. Je suppose que le Hezbollah, dans ses propres calculs, prend en compte ce qui se passe entre l'Iran et les États-Unis, ainsi que dans le détroit d'Ormuz, parce qu'il fait partie des négociations entre les deux parties. Et récemment, l'Iran, ainsi que le chef du Conseil de sécurité nationale iranien, ont évoqué non seulement le Liban, la Palestine, le Yémen et l'Irak. En regardant la situation actuelle, voyez-vous le conflit s'aggraver? Je parle du conflit sur tous les fronts. Je ne parle pas seulement de celui entre l'Iran et les États-Unis, ou entre le Liban et Israël. Vous voyez, les combats ne sont pas si intenses. Enfin, leur intensité a été réduite, d'une certaine manière, jusqu'à présent. Mais tous ces fronts sont actifs au moment où nous parlons. Voyez-vous venir un moment où l'ensemble de l'axe de la résistance trouvera le moyen de mieux communiquer? Ou estimez-vous qu'il existe déjà une coordination suffisante au sein de l'axe de la résistance? Ou bien ces différents conflits influencent-ils séparément la connectivité au sein de l'axe de la résistance? Eh bien, écoutez, l'Empire n'est pas complètement vaincu. Il est à l'agonie. Il est acculé. C'est pour ça qu'on entend toutes ces déclarations délirantes sur l'usage d'armes nucléaires et ainsi de suite. Donc je pense que l'axe de la résistance, dans son ensemble, essaie de prolonger cette période de moindre intensité aussi longtemps que possible, afin que la situation économique se détériore davantage en Occident, jusqu'à ce qu'on arrive à un point où les États-Unis devront se retirer sans recourir à l'arme nucléaire. L'autre chose, c'est que bien sûr, les Israéliens paniquent en ce moment, n'est-ce pas? Leur principal soutien impérialiste, les États-Unis, se retire de la région. Les États-Unis ne sont même pas capables de protéger leurs propres troupes dans la région, ni leur puissance navale. Leur puissance navale est en train de s'effondrer.
Vous avez, là encore, un acteur plus irrationnel au sein d'Israël. Donc, vous ne voulez pas acculer Israël à ce stade, alors que la population et les dirigeants occidentaux ne l'abandonnent pas encore complètement. Il faut donc amener progressivement les élites occidentales à cette conclusion. Elles doivent abandonner Israël ou essayer de retirer de la région ses colons juifs et les armes nucléaires qu'ils possèdent, afin de ne pas déclencher une guerre nucléaire. Je pense donc que ce sont les principales raisons pour lesquelles nous voyons l'axe de la résistance ne pas intensifier la guerre, alors même qu'il a l'avantage. Écoutez, nos peuples dans la région, au Liban, en Palestine, en Syrie, en Irak, au Yémen, en Iran même, ont énormément sacrifié et souffert au cours des 3 dernières années pour aider à la libération du peuple palestinien. C'est donc une bonne chose pour nos populations de sentir que nous sommes, vous savez, en guerre contre notre ennemi, et qu'à ce stade, ce ne sont pas elles qui en souffrent le plus. D'accord? Le peuple iranien est aujourd'hui dans une meilleure situation financière et économique qu'il y a un mois, et l'Empire est toujours en fuite. La situation économique des peuples yéménites et libanais s'améliore par rapport au mois dernier. Et nous sommes toujours en guerre. Nous frappons l'ennemi. C'est donc une bonne chose pour nos propres populations de vivre ce moment. Et encore une fois, il est bon de faire durer cela aussi longtemps que possible avec les États-Unis et les Israéliens, afin d'amener progressivement les élites de ces pays à comprendre la réalité. Les États-Unis ont subi une défaite retentissante en moins de 40 jours, et il n'y a pas de retour en arrière possible. La région, l'Asie occidentale, est-elle en train de trouver la solution en son sein? Ou bien, comment voyez-vous le résultat, la somme des vecteurs de tous ces vecteurs? Partons du principe que chacun de ces pays, tous sans exception, est un vecteur qui va dans une direction différente. La question importante, c'est comment définir la somme de ces vecteurs qui partent de différents côtés, dans différentes directions? Voyez-vous l'ensemble de ces vecteurs converger vers une forme de compréhension selon laquelle ils doivent trouver une solution régionale à cela? Ou pense-t-il encore que la solution doit venir de l'extérieur? Je parle des États-Unis, de la Chine, de la Russie ou d'autres acteurs extérieurs à la région. Quelle est votre perception à ce sujet? Vous savez, tant que ces entités, fabriquées de toutes pièces, surtout des cités-États comme le Koweït, Bahreïn, et ainsi de suite, continueront d'exister. Ces entités fabriquées par la force des 2 guerres mondiales, il n'y aura pas de changement. Il faut un changement radical de la carte. La Première et la Seconde Guerre mondiale ont redessiné les cartes du monde, y compris celle de l'Union soviétique, telle que nous la connaissons, ou telle qu'elle existait avant, ou n'existait pas. De même, aujourd'hui, pour que le changement soit durable dans la région, il faut redessiner les cartes. Et les régimes qui n'existaient que grâce au parrainage et à la protection directe d'une puissance impérialiste extérieure devront cesser d'exister. Regardez ce qui s'est passé après l'effondrement de l'Union soviétique. L'Occident s'est donné beaucoup de mal pour tenter de redessiner les cartes, détruire des pays et les démanteler. La Tchécoslovaquie est devenue la Tchéquie et la Slovaquie. La Yougoslavie est devenue 8 pays. La Somalie a été morcelée. Le Soudan a été morcelé. Eh bien, la seule façon pour qu'un changement se produise durablement dans cette région, c'est que ces entités cessent d'exister et que de nouvelles cartes soient dessinées. Et s'il y a quelque chose de très positif dans la compréhension qu'a la direction iranienne, c'est qu'elle comprend qu'un nouvel État arabe doit émerger pour faire contrepoids aux civilisations turciques et perses et devenir en quelque sorte le cœur d'une unité musulmane. Tant que vous aurez ces petits États que quelqu'un de l'extérieur peut manipuler, aucune puissance souveraine ne pourra émerger dans le monde arabe.
there is no sovereign that can rise in the Arabic world. Syria tried to be a sovereign for La Syrie a essayé d'être souveraine pendant 60 ans, mais elle est trop petite. Elle doit être plus grande. Elle doit avoir une population plus importante, davantage de ressources, et ainsi de suite, pour devenir le lieu où les peuples iraniens, arabes et turcs se rencontrent sur un pied d'égalité, et pour pouvoir aussi regarder vers l'extérieur avec la confiance de constituer un contrepoids aux puissances impérialistes extérieures. Donc la prochaine étape, ce sera de redessiner les cartes, à l'opposé de ce que voulait l'Occident. L'Occident voulait diviser l'Irak en plusieurs pays, diviser la Syrie en plusieurs pays, et même diviser le royaume saoudien en plusieurs pays. Eh bien, nous devons les fusionner en une puissance politique, économique et militaire capable de résister aux forces extérieures. Laïf, il y a des pays dans ce monde qui ont beaucoup souffert, comme le Qatar. Et j'imagine que quand Israël parle du Qatar, ce n'est pas, vous savez, pour essayer de nous tromper. Ils pensent littéralement que le Qatar est l'ennemi d'Israël. On les entend en parler encore et encore. Selon vous, qu'est-ce que c'est? Quel est ce type de menace qu'Israël ressent de la part du Qatar, par exemple? Eh bien, ils se sentent menacés par le Qatar, parce que le Qatar a beaucoup d'argent, du pétrole et du gaz, une petite population, et que le gouvernement qatari dépense son argent depuis des décennies dans la propagande, n'est-ce pas? Al Jazeera est ainsi devenu une référence internationale dans l'information, et ainsi de suite. Donc ils craignent que le Qatar puisse changer de camp, c'est leur crainte. Et de manière générale, ils veulent aussi opposer le Qatar et la Turquie à l'axe de la résistance. Alors de temps en temps, vous verrez les Israéliens critiquer le Qatar et la Turquie pour leur donner du crédit, auprès des opinions publiques arabes et musulmanes. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une confrontation entre Israël et le Qatar. Mais il peut y avoir des désaccords. Mais au final, chaque fois que vous voyez les Israéliens critiquer le Qatar ou la Turquie, cela s'adresse en réalité aux populations arabes et musulmanes, pour leur faire penser que le Qatar et la Turquie peuvent être une alternative à l'axe de la résistance. Encore une fois, il y a donc ces deux éléments. Ils craignent que le Qatar ou la Turquie ne deviennent trop influents. Mais ils veulent tout de même qu'ils aient de l'influence dans le monde arabe et musulman, comme concurrents de l'axe de la résistance. Cet axe des frères musulmans qu'Obama lui-même a tenté de créer comme alternative à l'axe de résistance chiite. J'ai le sentiment que pendant très longtemps, on a entretenu une sorte de division artificielle au sein de la communauté musulmane. Sunnites, chiites, vous savez, ceci et cela. Mais la cause palestinienne a tout changé pour les populations musulmanes. Je parle des populations d'Asie occidentale, majoritairement musulmanes. Et cela ne va pas changer. Pensez-vous que les politiques des gouvernements de la région finiront par influencer l'opinion publique sur le long terme? Ou bien, estimez-vous que les gens continueront à avoir le même état d'esprit, la même compréhension des choses à cause de Gaza? La Palestine et Gaza ne vont pas disparaître de sitôt. Cela va rester là, et c'est leur préoccupation majeure. Mais le rôle des gouvernements peut influencer les populations. Comment voyez-vous cela? Selon vous, l'unification progresse-t-elle? Ou bien voyez-vous les gouvernements jouer un rôle en disant « ce ne sera pas en notre faveur si nous nous opposons à Israël », comme par exemple en Turquie. Vous savez, le nationalisme qui s'oppose à l'unité au sein de la communauté musulmane. Comment voyez-vous ces deux forces au sein des communautés musulmanes d'Asie occidentale?
Je pense que sous la couche supérieure de poussière, il y a beaucoup de braises ardentes dans le monde arabe et musulman. Et, vous savez, je sais qu'en Turquie, il y a des manifestations presque tous les jours. D'ailleurs, les médias n'en parlent pas. Il y a des manifestations quotidiennes devant les bases américaines et de l'OTAN. Il y en a aussi tous les jours au port de Ceyhan, d'où une grande partie du pétrole et du gaz syrien et irakien pillés est exporté vers Israël, la colonie. Beaucoup de ces manifestants sont des personnes âgées, des laïcs, des religieux, des communistes, des gens de tous horizons. Ce ne sont pas seulement les jeunes, les étudiants et ainsi de suite qui font cela. Donc, s'il y avait un peu plus de couverture médiatique, les gens comprendraient à quel point l'opinion publique, dans le monde arabe et dans le monde musulman, ainsi que l'emprise des machines de propagande pro-impérialistes, ont désormais énormément décliné. C'est très difficile même ici, au Liban par exemple, avant le génocide à Gaza, j'entendais beaucoup de choses très laides de la part de certains Libanais sunnites. Eh bien aujourd'hui, ça a pratiquement disparu. Tout le monde soutient la résistance, même s'il reste encore, vous savez, certains sentiments discriminatoires envers les chiites, et ainsi de suite. Ils disent non, c'est mon pays, ce sont mes frères et mes voisins, et ils œuvrent pour la libération de la Palestine. Je garderai donc mes critiques pour plus tard. D'accord, on voit toute une génération qui s'est éveillée au moment où ces génocides ont commencé. Disons qu'ils étaient au lycée, et maintenant ils sont à l'université. Ils ont totalement échappé à la propagande dans laquelle la génération précédente a vécu. Il y a donc beaucoup d'espoir parmi les populations. Mais ces populations sont aussi confrontées aux mêmes problèmes qu'en Occident, où la grande majorité de la population ne veut pas non plus soutenir ce génocide ou ces guerres. Seulement, elles ont grandi avec le pacifisme, la non-violence et ainsi de suite. Donc, aucune solution n'a encore émergé pour que le changement puisse se produire dans ces pays. Et je pense qu'il y a des pays comme l'Égypte qui, même si c'est une dictature contrôlée par l'armée, et ainsi de suite, et qu'El-Sisi est l'un des pires, ont connu récemment des changements avec ses coups d'État successifs contre Moubarak, puis contre, comment s'appelle-t-il, les frères musulmans, Morsi, et ainsi de suite. Il reste donc une possibilité de véritable coup d'État et de changement. Je ne sais pas si cela va se produire en Turquie, mais c'est plus probable en Égypte. En Jordanie, il n'y a aucune possibilité de changement, sauf par une révolution ou un coup de force extérieur qui écarterait ce régime des Hachémites. Il y a donc un espoir de changement. Mais comment il viendra, et dans quels endroits il viendra, c'est très difficile à prévoir. Leif, pour conclure cette émission, venons-en au cas de la Cisjordanie. Nous savons que les Israéliens parlent de la colonie E1 en Cisjordanie. Elle a été condamnée par les Européens, par les gouvernements d'Asie occidentale. Mais Israël ne se soucie d'aucun d'entre eux et fait quand même la même chose. Et où est l'OLP? Nous n'entendons rien de Mahmoud Abbas ou Abu Mazen, qui est aux commandes. Il est en Cisjordanie. Il ne s'agit pas du Hamas. Et Veiswed Poy c'est sur place. Que savez-vous ce sujet? Mahmoud Abbas concentre toute son attention sur les élections qu'il essaie de faire avancer. Et c'est absurde, parce que bien sûr, plus de la moitié de la population palestinienne vivant en Palestine historique ne peut pas voter. Les habitants de Gaza, de Jérusalem. Et l'immense majorité de la population palestinienne, plus des 2/3, est dispersée dans le monde entier, et elle non plus ne peut pas voter. Donc, ce serait une élection qui se tiendrait dans quelques villages et villes de Cisjordanie. La plupart des partis politiques refusent de participer à ces élections. Alors peut-être qu'il va simplement se présenter seul avec son parti, le Fatah,
sans opposition, puis se déclarer aux commandes de quelque chose qui n'existe pas. En même temps, comme vous l'avez mentionné, il y a toute cette expansion des colonies. En Cisjordanie, plus de 200 villages ont été totalement nettoyés ethniquement. C'est sans précédent depuis la Nakba de 1948 ou le génocide à Gaza. Et Gaza n'avait pas 200 villages, n'est-ce pas? Aujourd'hui, en Cisjordanie, il y a plus de 200 villages. Je pense que ce nettoyage est quelque chose d'énorme. Les colons juifs se livrent à des expéditions violentes tous les jours, attaquant beaucoup de villages isolés. Une petite fille qui rentrait à l'école a été attaquée par des soldats israéliens et abattue. Il y avait aussi un père de 2 martyrs. Des soldats israéliens sont entrés chez lui et l'ont assassiné devant sa famille. Il ne résistait pas. Et il y a même un Palestino-Américain qui a été enlevé. Il y a des professeurs, encore une fois, des médecins et des professeurs qui sont enlevés en Cisjordanie. L'une d'entre elles vient d'avoir une crise cardiaque en prison. Maintenant, on lui fait... Enfin, on ne sait pas ce qu'ils lui ont fait. La situation en Cisjordanie est très grave. C'est la pire depuis 1967 en Cisjordanie. Donc ces condamnations de la part des gouvernements ne signifient rien. Les Israéliens ont la peau dure face à ce genre de choses, et ils savent que les gouvernements occidentaux sont tous, vous savez, faibles. Ils ne feront rien. Regardez ce que fait le gouvernement australien. Ils viennent de faire venir, je crois, 50 soldats israéliens, dont certains reconnaissent ouvertement avoir commis un génocide à Gaza. Ils vont courir le marathon de Sydney ce week-end, et ils seront protégés par la milice juive, qui est désormais armée par le gouvernement australien, en Australie. Voilà donc la réponse du gouvernement australien au nettoyage ethnique qui se déroule en Cisjordanie ou au génocide qui se poursuit à Gaza. Alors, est-ce qu'il y aura un changement dans ces gouvernements occidentaux? Je ne le pense pas s'il n'y a pas de révolution. Oui. Merci beaucoup, Leif, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Rendez-vous sur freepalestine.video, juste sous le nom de Leif. Vous le voyez, freepalestine.video, et soutenez Leif. Il fait un travail formidable au Liban. C'est toujours un grand plaisir, Leif. Merci beaucoup, Nima. À la semaine prochaine. Au revoir. Bye-bye.